introduction et puis pour cette invitation à animer ce webinaire qui va porter sur la résilience des littoraux face au changement climatique, avec en question de fond la place des appels à projets dans l'initialisation et l'opérationnalisation de démarches d'adaptation pour faire face aux risques côtiers et au changement climatique. On a noté depuis 2010, en faisant explicitement référence à ce qui s'est passé avec la catastrophe Xynthia, qui a pour nous été un événement déclencheur de pas mal de transformations dans la façon de prendre en charge les risques côtiers. Et donc, voilà, la démarche qu'on va présenter aujourd'hui essaie de faire le point sur ce qui s'est passé depuis cette date-là en termes d'appel à projet. Pour se présenter succinctement, donc moi je suis Thomas Bellouin, chef de projet résilience territoriale au sein du bureau d'études Artelia, accompagné de Paul Galland, chargé de mission. Et pour présenter rapidement le groupe Artelia, donc c'est le premier groupe d'ingénierie française indépendante, avec environ 8000 collaborateurs répartis dans différents endroits du monde, et une organisation assez classique par métier, par grand métier, l'eau, l'énergie, la mobilité, mais une approche par rapport au changement climatique qui est plus transversale, avec une volonté de coordonner les différentes équipes sur ce sujet qui est éminemment interdisciplinaire. Par rapport à la présentation d'aujourd'hui, elle va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, on va rappeler un peu les origines de la démarche de recherche et développement qui a été conduite par Artelia sur ce sujet-là et qui est à l'origine de ce webinaire. Dans un deuxième temps, on reviendra sur les résultats des entretiens des acteurs qu'on a pu rencontrer dans le cadre de notre démarche de recherche et développement. Et enfin, dans un dernier temps, on terminera en présentant un certain nombre d'enseignements et de recommandations, là avec quelques pincettes, hein, en toute humilité, mais qui font suite un peu aux analyses qu'on a pu faire des entretiens réalisés. Pour revenir sur les origines de la démarche de R&D qu'on a souhaité initier, nous, on a fait le constat en tant que bureau d'études que le recul du trait de côte et la prise en charge des risques côtiers était un sujet qui était particulièrement sensible, source de crispation au sein des territoires, et en tout cas un sujet qui n'était pas forcément facile à porter, notamment pour les élus locaux, avec des enjeux qui sont à la fois très complexes, à la croisée de beaucoup de compétences et d'enjeux techniques et sociétaux, face auxquels nombre d'acteurs de l'aménagement des territoires ou élus se trouvent un peu dépourvus en termes de moyens, que ce soit des moyens techniques ou financiers, et ne savent pas forcément toujours par quel bout le prendre. Avec notamment une difficulté importante qui est comment est-ce qu'on appréhende la temporalité, le temps long dans les projets de territoire, où là où d'habitude, quand on parle de projet d'aménagement, on est plutôt sur des échelles de quelques dizaines d'années, voire une vingtaine d'années, mais on n'a pas forcément la question de l'horizon 2100 qui se pose dans tous les projets urbains. Donc, il fait que peut-être la question de l'adaptation au recul du trait de côte amène cette question-là de comment est-ce qu'on va vers un horizon de long terme, mais tout en continuant de répondre aux besoins des territoires à court terme. On a mis un petit extrait du communiqué de presse qui était paru de l'Association nationale des élus du littoral et de l'Association des maires de France suite à la loi climat et résilience, et qui montrait bien que la question de la classification d'un certain nombre de territoires comme prioritairement exposés au risque du recul du trait de côte a été source un peu de tension, de crispation, avec en tout cas des difficultés de la part de nombreux territoires à savoir s'il fallait s'engager dans une voie, s'engager de façon très volontariste pour rejoindre ce décret, cette liste des territoires prioritaires, ou pas. Et en tout cas, avec un certain flou qui entourait cette question-là, les conséquences que ça pouvait avoir. Face à ces difficultés, il nous semble toujours que
un des problèmes, c'est comment est-ce qu'on peut construire une vision politique du territoire au-delà de la problématique de la gestion des risques. C'est-à-dire dépasser un peu une approche qui serait strictement technique de ces enjeux-là pour essayer d'y amener quelque chose d'un peu plus positif et qui puisse appuyer aussi une vision pour un développement soutenable des territoires côtiers. Et que ça doit se faire probablement en changeant un petit peu nos approches de l'ingénierie, ou en tout cas en élargissant un peu la focale, et notamment avec un triple enjeu qui est de dépasser les difficultés de passage à l'opérationnel, parce que des stratégies qui s'arrêtent souvent à la phase de diagnostic, de l'amélioration de connaissances, il y en a beaucoup, mais des stratégies qui arrivent vraiment à embrayer sur de l'opérationnel, il y en a moins. Et notamment, les 3 points qui nous apparaissent bloquants aujourd'hui sont les questions de l'équilibre financier, des équilibres territoriaux qui sont en jeu, et des équilibres sociaux, on va dire, dans les stratégies d'adaptation pour essayer d'avoir des stratégies qui soient équitables. Face à cet enjeu-là, le constat qu'on a fait, c'est que depuis ces 10-15 dernières années, il y avait une recrudescence de nouvelles façons de faire, notamment avec la démultiplication des appels à projets. Appels à projets qui à la fois amènent une approche peut-être un peu différente en termes de démarche, en replaçant souvent la question du projet de territoire au centre, ou en tout cas comme thématique transversale, un peu fédératrice, pour travailler notamment sur la gestion des risques, et aussi un renouveau dans les méthodes, dans la façon de dépêcher des moyens au sein des territoires, d'amener l'expertise, d'amener des renforts en expertise et en conseil. Donc là, on a à l'écran un exemple d'un concours d'idées dont on a pas mal entendu parler ces dernières années, qui est le concours d'idées Amiter, qui était autour de la question de mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels, qui était copiloté par la DGPR et le PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture. Et en fait, ce concours d'idées illustre bien la volonté d'essayer de travailler sur ces thématiques de gestion des risques en essayant de fédérer les acteurs plutôt autour de visions territoriales spatialisées et d'essayer par là de faciliter le passage opérationnel en allant vraiment chercher des logiques de projets urbains. De cette façon-là, une des nouveautés introduites par ce type d'approche, c'est vraiment que la gestion des risques se trouve très intégrée au projet de territoire et que quelque part, l'aménagement qui est considéré comme un des principaux facteurs des risques dans l'existence des risques côtiers, en fait, il soit aussi une source de solutions, cas d'atténuation de ces risques. Donc c'est à la fois un facteur déterminant et en même temps peut-être une clé pour atténuer les risques. Et là-dedans, le projet urbain apparaît vraiment comme un outil ensemblier pour traiter conjointement différentes problématiques. Sur l'image de droite, on voit que, notamment sur le site de la friche Enedis à Touques, avait été amenée l'idée de travailler sur des formes urbaines spécifiques avec des rez-de-chaussée qui soient capables d'accueillir l'eau, la question des étages refuges. En même temps, était discutée la question de l'accueil des saisonniers. Donc on voit bien qu'on recroisait tout un tas de thématiques qui dépassent la stricte gestion du risque d'inondation. Donc Amiter n'est qu'un exemple, mais là on a mis quelques autres exemples à l'écran qui témoignent bien du grand nombre d'appels à idées ou d'appels à projets, quelle que soit la façon dont on les appelle. En tout cas, cette logique d'organiser sur des temps assez concentrés des accélérateurs, on va dire, dans l'ingénierie territoriale. Et la question qu'on s'est posée à partir de là, c'est quel est le rôle exact de ces appels à projets? Ils sont à la fois utilisés comme un outil exploratoire, mais est-ce qu'ils ont aussi des résultats d'un point de vue opérationnel? Est-ce qu'une fois le temps un peu événementiel de l'appel à projet passé, quels sont les résultats, quelles sont les traces laissées par ces appels à projets et combien de territoires arrivent réellement à passer à l'opérationnel?
avec aussi une remarque sur la fonction de ces appels à projets, qui est que souvent, il y a à la fois la dimension d'amener de l'énergie supplémentaire, de l'ingénierie pour renforcer un peu les capacités des territoires, mais aussi souvent une volonté de capitaliser sur ce qui aura été observé à l'échelon local sur le terrain pour essayer de consolider et d'étayer les doctrines d'intervention, soit au niveau national, soit au niveau régional, en tout cas d'avoir une sorte de remontée en généralité et d'échange de pratiques. Capitalisation qui nous a semblé aussi parfois pas toujours au rendez-vous. C'est vraiment le contexte de la démarche, enfin, qui nous a conduit à- à entamer une démarche de recherche et développement sur ce sujet-là, avec une méthodologie qui s'est déroulée en 3 étapes. Une première partie classiquement sur la base de recherche bibliographique, portant à la fois sur le contexte réglementaire, sur les grandes tempêtes qui ont impacté le littoral français ces dernières années et leurs éventuels liens avec des appels à projets. Des résultats qui ont été synthétisés sous la forme de timeline et de cartes. Ensuite, il y a eu une deuxième étape où on a organisé une séquence d'entretien avec des acteurs clés de la gestion et de l'aménagement du littoral. Et enfin, une dernière étape d'analyse et de synthèse. Je vais passer, avant de passer la parole à Paul, simplement vous préciser que les résultats ont fait l'objet d'une publication succincte, publication assez synthétique dans la revue Urbanisme. Si le sujet vous intéresse, c'était dans le numéro 434 paru cet automne. Et je vais passer la parole à Paul pour qu'il commente les principaux résultats de l'enquête. Merci. Oui, donc en fait, par rapport à ce qui était présenté, en effet, on a présenté et proposé plusieurs timelines. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le cadre de cette démarche, à la suite de plusieurs événements tempétueux, se faisaient, en tout cas commençaient à se mettre en place des premières mutations. Et en particulier, Xynthia n'a pas dérogé à la règle et a vraiment été perçue comme une tempête pivot et comme un gros déclencheur et de prise de conscience tant dans la sphère de l'action publique que dans le monde de la recherche, avec de nombreux articles, de nombreuses thèses qui en ont découlé. Et puis derrière, aussi une évolution des pratiques professionnelles, avec notamment, par exemple, le développement le retravail de nombreux plans de prévention des risques, entre autres. On se rend compte aussi que, à la suite de Xynthia, il y a de nombreux appels à projets qui ont été initiés. Pas tous, en tout cas ici présentés, ne traitent directement de la résilience des territoires côtiers, mais en tout cas, on est sur une approche large avec des thématiques connexes. On n'a pas voulu non plus être exhaustif dans ce qui était présenté. On se rend compte de 3 points assez majeurs. Les domaines d'application sont variés. On peut traiter des solutions fondées sur la nature, de stratégies intégrées, d'aménagement, c'est assez hétérogène. Les temporalités aussi de déploiement sont diverses. On peut parfois trouver des appels à projets qui interviennent un peu sur un one-shot, de manière assez unique, et d'autres plus récurrents, dans une dynamique plus pluriannuelle. Et enfin, pour finir, on a aussi 2 échelles qui se distinguent, plutôt une échelle vraiment nationale, et aussi en complément des échelles plutôt régionales. On peut citer par exemple l'appel à projet Notre Littoral pour demain, porté par la région Normandie. Ces différents appels à projets ont eu un impact sur l'évolution du contexte réglementaire. Ce qui apparaît, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément contribué directement à un choc de simplification, comme ce qu'on aurait pu en attendre, mais plutôt avec une sédimentation des dispositifs. Les lois se succèdent, les différents éléments de stratégie aussi, qui entraînent à leur tour une succession de dispositifs. Et dans le cadre de l'étude qui a été réalisée, il y a eu de nombreux entretiens avec une multiplicité d'acteurs. On peut les regrouper en 3 parties. En premier lieu, les techniciens et les différents coordinateurs locaux. Il y a plusieurs élus qui ont été rencontrés également. Et puis enfin, des acteurs qu'on a appelés transversaux. On peut parler, par exemple, du CEREMA, entre autres. L'intérêt d'avoir cette diversité d'acteurs rencontrés, c'est qu'il y avait du coup des prismes et des points de vue assez divers sur les appels à projets. Il est intéressant de constater que là, la démarche s'est cantonnée un peu malgré elle à la France hexagonale, faute de nombreux retours en outre-mer.
mais qui nous a quand même permis d'avoir des éléments assez intéressants et diversifiés sur les appels à projets. Concrètement, on peut retenir 5 difficultés principales qui nous ont été remontées par les acteurs dans cette dimension du passage à l'opérationnel. La première difficulté, c'est vraiment celle de la mobilisation du public, qui, sur les littoraux, sont particulièrement diversifiés. On a évidemment des habitants, des résidents l'année, des touristes, des résidents secondaires, etc. Et ce qui fait que cette multiplicité d'acteurs territoriaux conduisent à une multiplicité de calendriers. Et en fait, toutes ces personnes-là ne sont pas en même temps nécessairement sur le territoire. Et donc, il est difficile de récolter leurs avis, leurs paroles, leurs impressions. Et aussi, en complément, toutes ne développent pas exactement le rapport au territoire côtier. Le deuxième point, c'est la dichotomie qu'on peut noter entre érosion et submersion, avec des capacités d'adaptation différentes entre ces deux sujets. Là, on note quand même plus de facilité à passer à l'action avec des phénomènes de submersion marine plutôt que d'érosion. Donc on en parlait avec ce phénomène de sédimentation, mais donc de sédimentation réglementaire, qui introduit une difficulté supplémentaire. Et les différentes personnes qu'on a rencontrées notent une faiblesse des moyens techniques pour y voir vraiment clair dans cette succession des réglementations, des dispositifs, etc. Un point intéressant, c'est celui de l'horizon proche. On parle beaucoup dans les démarches en 2100. Dans la loi là, avec des cartographies de recul du trait de côte, il y a une perspective là-dessus, un peu d'évolution. Il y a des cartographies horizon plus 100 ans et des nouvelles cartographies horizon plus 30 ans. Mais on a un peu cette difficulté à appréhender le temps proche où on a un besoin d'adaptation, en fait, dès aujourd'hui. Et le cinquième, qui intervient un peu en synthèse, c'est celle d'une action publique en pointillé. On a montré précédemment qu'il y avait donc plusieurs appels à projets, parfois en one-shot, parfois plus récurrents, mais qui du coup induisent une action publique en pointillé, notamment dans l'aperçu des moyens financiers qui sont mis à disposition. Le manque de pérennisation des appels à projets d'un point de vue financier, mais pas que, peut amplifier ce problème d'une action publique qui manque différentes personnes rencontrées. Sur cette base, on a poursuivi nos analyses. On a souhaité aussi nuancer un petit peu ces difficultés en mettant en évidence aussi différents facteurs de réussite dans le passage à l'opérationnel. En premier lieu, il y a 2 facteurs clés. Celui du portage politique. Est-ce qu'on est déjà en présence d'élus locaux bras le corps cette problématique-là et en font un projet, notamment les maires pendant leur mandat. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième facteur déterminant, c'est leur capacité à impliquer également les techniciens au sein des collectivités dans la réalisation, la mise en œuvre des actions opérationnelles. Et c'est vraiment 2 points complémentaires. On parle souvent de la question du portage politique, un petit peu moins de tous les moyens qui, en termes d'intendance et de logistique, sont aussi nécessaires pour que ces projets-là aboutissent, notamment en termes d'animation, de médiation territoriale, d'organisation de la concertation, de capitalisation, de communication. C'est quand même assez lourd. Et donc, si les 2 ne sont pas au rendez-vous, c'est un peu compliqué. Le deuxième point, c'est beaucoup de territoires qui parviennent à aller sur des approches plus opérationnelles sont des territoires qui ont réussi à collectiviser ou à mettre en commun un certain nombre de moyens, que ce soit des moyens humains ou financiers, et en constituant des structures qui soient pérennes et qui puissent porter la mise en œuvre de ces stratégies. On pense par exemple à l'exemple du syndicat mixte littoral de la Seine-Maritime, qui aujourd'hui développe une stratégie de gestion de la bande côtière à l'échelle de l'ensemble du département et qui permet d'une part une mutualisation de moyens et aussi un questionnement à une échelle un peu supracommunale
qui permettent de dépasser aussi les clivages qu'on peut rencontrer peut-être plus facilement à un échelon ultra-local. Donc le rôle de ce type d'acteurs transversaux, un petit peu macro, qui permettent aussi aux communes d'être moins seules, de bénéficier d'échanges de pratiques, ou en tout cas de bénéficier d'un appui technique d'un acteur un peu macro, nous semble essentiel. Le troisième point, c'est les outils qui ont quand même émergé ces dernières années pour essayer d'approcher la gestion des risques côtiers de façon un peu différente. On pense notamment au projet partenarial d'aménagement littoral, qui est un outil qui est quand même en train de se répliquer un petit peu partout, en tout cas dans de nombreux territoires côtiers, et qui a pour grand avantage d'être élaboré autour d'un projet de territoire ensemblier, d'associer différentes expertises clés, notamment sur les volets financiers, d'ingénierie territoriale et de stratégie foncière, et qui ont le mérite de dérouler quand même un programme d'action pluriannuel où est posée dès le départ la question du cofinancement. Et l'hypothèse qu'on avance, c'est que l'émergence de ce nouvel outil est peut-être aussi un témoin d'un nouveau rapport en train de s'établir entre l'État et les collectivités, qui se reflète dans la dimension partenariale, où l'État reste présent en support, mais les collectivités, en tout cas, sont sur le devant de la scène pour le pilotage des stratégies. Un exemple intéressant, c'est le PPA de Lacanau, projet partenarial d'aménagement de Lacanau, qui aujourd'hui permet d'aborder de mettre en œuvre un certain nombre d'actions très opérationnelles. Mais quand on regarde sur le temps long ce qui s'est passé depuis plusieurs années, en fait, qu'on s'amuse à faire une petite frise, on se rend compte que ça ne s'est pas arrivé là par hasard. C'est aussi parce que la commune de Lacanau s'est engagée de façon quasi systématique depuis plus d'une dizaine d'années dans toutes sortes d'appels à projets, d'appels à idées, et a été force de proposition. En tout cas, a été très motrice pour prendre part à toutes les expérimentations. Donc on voit que l'appel à projet est dans ce timing-là une étape, pas forcément la finalité, mais en tout cas une étape assez décisive. Un autre exemple qui est le PPA de Saint-Jean-de-Luz, où voilà, on voit bien qu'à travers ce schéma-là, qu'il y a un effort de spatialisation des enjeux qui est fait. On a des enjeux qui sont très bien synthétisés, on comprend très vite la question de la bande côtière, de son rapport au rétro-littoral, la question des mobilités, du repositionnement des enjeux stratégiques. Bref, on a directement un projet partenarial d'aménagement qui se déploie autour d'une vision territoriale. Et à droite, le plan d'action qui est adossé et qui permet d'échelonner les interventions dans le temps. Enfin, exemple de projet partenarial d'aménagement, qui est le PPA de Coutances, Mer et Bocage, qui associe l'établissement public foncier de Normandie, la Banque des territoires et l'intercommunalité Coutances, Mer et Bocage. Et on voit bien que quelque part, là, on a vraiment une fédération des expertises clés, quoi. On retrouve la question du financement, la question du foncier et la question du renforcement de l'ingénierie territoriale autour d'un projet politique. Et donc, là encore, sur le cas de Coutances, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cet outil du PPA permet de dépasser aussi le clivage ou la dichotomie entre la gestion de l'érosion d'un côté, la gestion de la submersion de l'autre. On voit bien que ces deux problématiques-là sont étroitement associées dans le PPA de Coutances parce qu'indissociables, et que c'est un outil qui permet de croiser la question des bassins de vie, la question des bassins versants et la question des bassins économiques, avec les différents usages qui y sont rattachés. Pour passer sur la dernière partie des enseignements, un des premiers enseignements, c'est vraiment le besoin criant de moyens pérennes au sein des collectivités pour faire face à l'enjeu de la résilience territoriale au changement climatique, notamment avec trois grands volets qui appellent des moyens, qui sont la stratégie territoriale en elle-même, comment est-ce qu'on gère les risques au-delà de la gestion des risques, en l'associant, en l'entrelaçant étroitement avec la question du projet de territoire,
la question de la stratégie foncière et des nouveaux montages opérationnels. Comment est-ce qu'on raisonne avec une approche un peu tactique sur la question du foncier et une approche aussi de répartition des risques entre les acteurs publics et les acteurs privés. Est-ce que le public a vocation à racheter tous les terrains? C'est pas sûr. Par contre, à trouver des stratégies pour initier des partenariats intéressants avec des acteurs privés pour organiser des mutations sur les territoires, certainement. Et enfin, la question de la direction de projet. Comment avoir au sein de ces collectivités des directions de projet qui soient robustes et capables de garder le fil rouge sur vraiment plusieurs années, dans un contexte où on est vraiment sur des projets de territoire qui sont des projets au long cours. Donc ces trois volets-là nous semblent être des piliers interdépendants. Et enfin, pour poursuivre sur les enseignements qu'on peut tirer peut-être de cette analyse, le premier, c'est peut-être ne pas attendre trop des appels à projets. Comme on l'a vu, ça peut être un moment décisif, mais ce n'est pas une solution en soi qui permet automatiquement de basculer sur de l'opérationnel. En tout cas, ça permet quand même aux territoires qui s'engagent sur cette piste-là de bénéficier d'une reconnaissance ou en tout cas d'une visibilité, que ce soit à l'échelle nationale, on a mis l'échelle nationale, mais ça peut être aussi l'échelle régionale, visibilité qui derrière permet d'être dans la boucle des échanges pour faire avancer aussi la doctrine d'intervention sur le sujet. Le troisième point, c'est vraiment le côté de s'organiser à plusieurs, de fédérer les territoires pour mutualiser des ressources et des compétences, notamment à travers la constitution ou la désignation de structures existantes comme des structures relais, en fait, qui fassent un peu courroie de transmission entre les différentes collectivités. Le quatrième point, c'est d'essayer de mobiliser toutes les sources de financement disponibles et de ne pas forcément s'attendre à avoir une ligne budgétaire unique ou un dispositif ad hoc, mais d'essayer d'être agile pour aller attraper des subventions là où elles sont et voilà, en fonction des thématiques, d'arriver à capter des financements différents. Un autre point très important, c'est la question de l'articulation du projet de territoire avec la gestion des risques. Chose qui n'est pas forcément évidente dans tous les territoires. Ça ne repose pas forcément sur les mêmes compétences ou sur les mêmes services, et pourtant c'est essentiel, il nous semble, d'arriver à rapprocher ces deux domaines-là. Et enfin, la question du mix opérationnel, quand vient notamment le sujet de la réalisation, du déploiement des opérations d'aménagement, de se dire qu'on n'est pas forcément sur un schéma complètement homogène, notamment sur la question de la maîtrise foncière. On n'est pas forcément sur un schéma où tout se fait sous maîtrise foncière publique, mais dans une approche qui soit beaucoup plus mixte du point de vue des outils mobilisés et des partenaires à associer. Enfin, redonner la parole à Paul qui va conclure cette présentation. Un des points aussi, donc, par rapport à ce que tu présentais en termes d'enseignement et d'idées, en tout cas de recommandations au sens large, c'est cette question d'articulation à court, moyen et long terme. En fait, on voit que 2050 vient assez vite, c'est dans quelques quatre mandats et demi. Et alors que les effets du changement climatique s'accentuent, que le niveau marin va continuer à augmenter, et donc que les effets du changement climatique vont s'accentuer sur les littoraux, on se rend compte que ce besoin d'adaptation à court terme apparaît dès maintenant, et que ces questions, lorsqu'on se pose des questions de créer des outils de planification efficaces, on se rend compte que ces outils-là fonctionnent bien lorsqu'on les associe avec un projet urbain qui a été co-construit. On peut penser par exemple aux OAP ou autres. Et qu'il y a un deuxième point qui nous semble important, c'est celui de seuil de bifurcation, de construire des trajectoires qui intègrent des seuils de bifurcation. Quelle est la manière dont on les définit? Comment est-ce qu'on les définit en lien avec la maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, les différents habitants du territoire? L'idée, en fait, c'est de se dire qu'à un certain moment dans la trajectoire, dans la stratégie qui est construite, on puisse se dire, très bien, on a un seuil qu'on atteint et donc
on est dans le besoin de faire adapter notre trajectoire. Ça peut se faire, par exemple, avec la construction d'ouvrages temporaires pour se donner du temps, pour se permettre de changer de stratégie pour plus tard. Dans le cas de l'apparition de nouveaux mécanismes de financement, on peut se dire, très bien, on a une nouvelle manière d'appréhender notre trajectoire. Ça peut aussi venir avec une accentuation progressive des aléas qui touchent le territoire et qui, du coup, limitent les capacités de maintenance et d'entretien des ouvrages et à quel moment on se dit, OK, très bien, il faut qu'on fasse bifurquer notre stratégie. Finalement, l'idée pour nous derrière ça, c'est de se dire qu'il faut prioriser et hiérarchiser des interventions, toujours dans une démarche d'articulation du court, moyen et du long terme. À court terme, ce qui nous semble pertinent, c'est déjà de créer une dynamique de projet sur le territoire, avec évidemment une dimension stratégique, aussi une gestion de l'urgence de certains points qui sont particulièrement sensibles pour le territoire, et puis aussi initier déjà ce qu'on pourrait appeler des victoires symboliques, avec des premiers petits projets qui témoignent d'une démarche qui s'initie. Et puis progressivement accentuer le rythme de l'adaptation sur le moyen terme, avec progressivement des acquisitions foncières, des interventions plus emblématiques qui témoignent là encore d'une stratégie territoriale qui se construit et qui s'inscrit dans le territoire sur le temps long. Et enfin, on arrive au long terme avec des mutations plus profondes, une évolution des usages, des pratiques et des modèles économiques. Et donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique de projet fil du temps avec, j'en parlais juste avant, ces potentielles bifurcations qui peuvent venir questionner aussi la stratégie tout au long de la manière dont elle est construite. Et puis un point qui nous semble enfin pertinent et qui nous semble ô combien essentiel, c'est celui de la concertation et de la co-construction des trajectoires. Vraiment, cette manière de voir cette concertation comme à la fois un outil d'appropriation des concepts techniques, mais aussi de mise en œuvre des stratégies de résilience. Chez Artelia, avec Thomas, depuis un an, on a commencé à travailler et on a bientôt terminé la construction d'un nouvel outil tactique qui est l'anagramme de trajectoire d'adaptation au changement climatique pour tracer, imaginer, concerter. Ça répond pour nous à deux objectifs assez clairs. C'est celui déjà d'une concertation et d'une co-construction pour être transparent sur l'action publique telle qu'elle est menée sur les territoires, et puis aussi pour permettre une meilleure appropriation des enjeux techniques et donc de la stratégie telle qu'elle est dessinée sur le territoire. Tactique, aujourd'hui, c'est un jeu sérieux de concertation qu'on a développé donc, chez Artelia avec l'appui de l'illustratrice Diane Berg. C'est un jeu de cartes qui prend son support aussi sur des plateaux et qui donc permet de co-construire des trajectoires d'adaptation et de résilience au changement climatique qui soient spatialisées sur le territoire. On est en cours de finalisation du développement et on en reparlera prochainement. Je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être quelques éléments là-dessus. Peut-être préciser la distinction qu'on fait entre concertation et co-construction et sur le fait que les enjeux clés pour nous est de partager assez largement avec des publics différents des concepts techniques qui ne sont pas forcément faciles d'accès au premier abord et d'arriver à les partager pour se forger une culture commune, conditions qui permettent d'associer assez étroitement les habitants, les techniciens, les élus à l'élaboration de la stratégie et non pas d'arriver en tant qu'expert sur une logique où on viendrait juste apporter de l'expertise et faire de la sensibilisation, mais aller vraiment plus loin dans une co-élaboration de la stratégie. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu qui nous semble assez important. Et pour notre part, on a terminé pour cette présentation. Je vais peut-être passer la parole à Laetitia. Merci beaucoup Thomas. Et merci beaucoup Paul. Effectivement, juste quelques compléments et puis après on vous laissera la parole si vous souhaitez poser des questions à Paul et Thomas sur les éléments ou partager aussi une expérience ou des éléments que vous souhaitez. Juste vous rappeler deux choses, que la Banque des Territoires met à disposition des petites collectivités un service qui s'appelle Rural Consult, où vous pouvez poser vos questions sur des sujets financiers ou juridiques gratuitement. C'est un service mis à disposition et notamment par exemple pour les collectivités du littoral qui sont rurales.
qui auraient besoin d'appui sur l'imbriglio réglementaire qui a été soulevé tout à l'heure, c'est un service que vous pourriez activer. Et je veux bien que tu passes la slide d'après, s'il te plaît. Et voilà, juste vous rappeler également que la Banque des Territoires déploie depuis fin 2023 un plan dédié à l'adaptation des littoraux et de l'outre-mer au changement climatique, avec différents appuis, que ce soit en ingénierie ou en financement. Et que si vous souhaitez avoir des éléments là-dessus, parce que l'idée, ce n'est pas le cœur de ce webinaire, hein, juste vous le mentionnez, vous pouvez contacter mes collègues en direction régionale qui sont vos portes d'entrée sur cette offre-là. Voilà, donc la main est à vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à lever la main, à prendre la parole et à réagir sur les éléments qui ont été partagés par Paul et par Thomas. Je vous en prie, Monsieur Rod. Hop, bonjour. Le temps d'ouvrir le micro et la caméra. Bonjour à tous et toutes, merci pour cette présentation. Donc moi, je suis enseignant-chercheur en aménagement et urbanisme à l'Université de Perpignan. Et en fait, avec l'agence d'urbanisme catalane, on lance un projet de thèse CIFRE sur ces questions d'adaptation du territoire littoral du département des Pyrénées-Orientales au changement climatique. Et avec justement l'idée de co-construction des scénarios pour un projet de territoire qui intègre ces questions. Et donc le jeu sérieux, l'outil que vous avez présenté là m'intéressait bien. Donc au-delà de vous remercier pour cette présentation et tous les éléments de synthèse de votre étude, je voulais vous demander très concrètement, puisque si j'ai bien compris, ce jeu sérieux il est en cours de développement. Est-ce que vous envisagez sa diffusion, sous quelle forme, etc. Enfin, j'imagine, mais sous quelle forme et à quelle échéance? Merci. Alors, l'outil il sera mis à disposition à des fins non commerciales gratuitement sous forme print and play, c'est-à-dire prêt à imprimer et découper. Donc, sur le site internet d'Artelia. Et quant à l'horizon temporel, on fait au mieux. C'est vraiment en cours de finalisation là, dans la dernière ligne droite. Ok, très bien, merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir? N'hésitez pas à lever la main, activer directement votre micro, hein, sentez-vous assez libre. Audrey, je t'en prie. Bonjour à tous. J'avais simplement une petite question. Donc, je suis Audrey Pastel, docteur en aménagement de l'Université des Antilles. Donc, je viens de finaliser une thèse qui portait justement sur l'impact de l'élévation du niveau de la mer et des houles cycloniques en Martinique. Donc, c'est vraiment la question que j'ai analysée, était de voir comment concrètement on pouvait mettre en place une recomposition spatiale dans ces territoires-là. Alors, j'ai bien compris que vous n'aviez pas forcément eu beaucoup de retours dans les territoires ultramarins dans votre étude, mais est-ce que par rapport est-ce que vous avez eu quelques retours? Et si oui, quels ont été un peu les retours? Non, on n'en a pas eu. On a eu des échanges de mails, mais qui ne se sont pas concrétisés sur des entretiens effectifs, quoi. Donc, spécialement de retour sur ces territoires. Ok, merci. Mais on serait intéressé, si vous avez des éléments aussi d'information dont vous souhaitez nous faire part, ou de découvrir un peu aussi vos résultats de recherche et vos analyses sur ces territoires. J'ai effectivement aussi regardé comment les différents appels à projets avaient été mis en place, sachant que moi, je n'ai pas forcément interrogé l'ensemble des acteurs. Enfin, en tout cas, je ne suis pas rentrée forcément par la même entrée que vous, puisque là, moi, j'ai surtout analysé comment les collectivités directement s'imprégnaient de ces questions-là. En
lien avec les porteurs des projets, enfin les porteurs des appels à projets, justement. Il y a d'autres questions? C'est la difficulté de post-déjeuner un peu dur. Peut-être Thomas, Paul, une question moi que je peux lancer. Ah, je vois qu'il y a une question, alors allez-y, je vous en prie, je poserai la mienne après. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Merci pour votre présentation. J'avais une question autour de la consultation citoyenne dans le cadre d'un aménagement ou d'un réaménagement du front de mer. Est-ce que, à quel moment cette consultation intervient-elle? Est-ce que vous avez le sentiment que les éléments qui peuvent être émis par les citoyens pendant cette phase de consultation, est-ce que c'est des choses qui sont réellement reprises par les bureaux d'études lors des phases d'études et d'aménagement ultérieures? Parce que moi, je fais partie d'une association qui s'appelle la Maison des Rivages, qui est basée dans les Landes, et on fait de la concertation citoyenne, on fait une enquête-action de manière très sensible en récoltant des récits d'usagers, de résidents et d'usagers du littoral. Et on a l'impression que souvent, les avis qui peuvent être émis lors des phases de consultation, ça arrive un peu tard en fait. Donc la proposition que nous qu'on mène, c'est d'être suffisamment en amont pour favoriser des formes sensibles de récits afin d'engager des phases de résilience et de transition sociale et écologique, et de ne pas attendre de la phase de consultation d'un bureau d'études. Je voulais juste avoir votre sentiment là-dessus, d'après les retours que vous auriez pu avoir des acteurs du terrain, type GIP, etc. Merci. Moi, mon sentiment, enfin mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais timing, mais par contre, nécessité d'adapter les formats aussi au moment dans lequel se trouve le territoire. Il y a des territoires qui se sont engagés de façon très volontariste dans cette thématique et qui, du coup, ont des habitants qui sont très au fait des enjeux. Et voilà, on peut aussi aller vraiment sur des enjeux, sur des questionnements assez techniques pour essayer d'être pédagogue et d'expliquer quels peuvent être les enjeux de tel ou tel choix technique. Maintenant, il y a aussi des territoires où le niveau de sensibilisation n'est pas du tout le même. Il y a beaucoup de réticence, ne serait-ce qu'à aborder le sujet, et où peut-être ce sera plus intéressant de partir effectivement sur des formats, comme vous le dites, plutôt de collecte, d'arriver à prendre le pouls, essayer de capter un peu les récits, les trajectoires et les perceptions individuelles avant d'engager une démarche opérationnelle. Donc je pense qu'il faut vraiment adapter la démarche et le format au moment dans lequel se trouve ce territoire-là. Et après, sur la question de la prise en compte, ça dépend des projets, parce qu'un réaménagement de front de mer, par exemple, pas forcément exactement la même chose qu'une stratégie de gestion de la bande côtière. Une stratégie de gestion de la bande côtière, ça dépasse largement le cadre d'un projet urbain. C'est plutôt vraiment définir des modes de gestion pour des années à venir. Effectivement, ça engage assez lourdement les acteurs du territoire, les habitants. Et je sais que dans les pratiques qu'on a, nous, en tant que bureau d'études sur ce type de projet stratégique, il y a quand même un gros effort qui est mis parce que c'est demandé par nos maîtrises d'ouvrage sur ce volet-là. Et donc, on n'engage pas une stratégie avec un plan d'action qui ne soit pas finement partagé par une majorité de participants. Et ce qu'on essaie de faire, c'est surtout d'arriver à constituer des groupes de réflexion qu'on arrive à retrouver aux différents temps du projet
qui permettent d'avoir une continuité et pas forcément un va-et-vient de personnes différentes qui n'ont pas suivi les premières étapes et qui se retrouveraient à des étapes de choix stratégiques. Enfin voilà, d'essayer de garder une cohérence aussi dans la structure de la consultation. Ce qu'on a aussi souvent dans de format, ça peut être des approches un petit peu plus statistiques, enfin des études un peu qualitatives, quantitatives, pour essayer de faire un portrait un peu des aspirations des habitants du territoire. Donc avec une dimension assez objective pour essayer de factualiser un certain nombre de choses. Mais on peut aussi avoir des demandes qui vont plutôt sur l'animation d'ateliers formation, un peu sur mesure, sur des thématiques spécifiques, par exemple à destination des acteurs économiques, à destination des gestionnaires d'ouvrages, d'entreprises qui seraient dans des domaines portuaires. Et dans ce cas-là, on peut aussi proposer des formats qui sont à mi-chemin entre la formation et l'atelier de réflexion, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, tout à fait. Je pense que c'est assez intéressant pour moi cette granularité dans la récolte des avis, la sensibilisation, le questionnement qu'on peut faire aussi des principaux concernés, des résidents qui sont sur les territoires littoraux. Je pense qu'il y a davantage aussi que la question d'espace, il y a aussi la question du temps et de l'urgence. Il y a des endroits où les questions sont plus urgentes que d'autres et où les sensibilités sont plus résistantes aussi à des questions d'adaptation ou de changement en fonction des urgences qu'on peut avoir sur le terrain. Nous, je serais très heureux de pouvoir vous contacter à un autre moment pour pouvoir vous présenter ce qu'on fait et voir si Artelia est intéressé pour une conversation ou une synergie sur des questions de prise de contact avec des publics, mais de manière beaucoup plus en amont, en fait, où il y a une récolte de la parole qui se fait quand c'est pas encore le cas quand on n'est pas dans une phase de consultation ou en vue d'un réaménagement. Ok, très bien. N'hésitez pas à nous recontacter. Je suis encore avec plaisir avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Madame Collin. Oui, bonjour, merci de cette présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Alice Collin, je travaille au sein d'une association qui s'appelle Les Mères pour la Planète, située en Charente-Maritime. Et l'objectif de l'association, c'est de créer un réseau apolitique d'élus engagés en faveur de la transition écologique. Et j'aurais deux questions à vous faire suite à votre étude. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs critiques, on va dire, sur le fait que les appels à projets finançaient de nouveaux projets sans cesse. Il faut qu'il y ait l'aspect novateur. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des critiques, vous n'avez pas eu des retours justement sur le fait qu'il y a un manque de financement sur des projets préexistants? Et ma deuxième question aussi, je me demandais si vous aviez eu des retours ou une certaine vision dans l'articulation des différents échelons, car notre association, la cible de notre association est principalement des petites communes de moins de 1200 habitants. Et par exemple, l'agglomération de La Rochelle est engagée dans un projet de territoire zéro carbone. Et c'est vrai que l'articulation entre l'agglomération et les petites communes, parfois, voilà, je ne sais pas si vous avez une vision, eu des retours là-dessus sur l'articulation entre les différentes échelles. En plus que vous disiez que les appels à projets, c'était surtout au niveau régional, voire national. Donc, est-ce que vous auriez des retours là-dessus? Peut-être sur la première question, les appels à projets, nous, on n'a pas eu de retour sur le fait, sur une problématique de financement exclusivement de nouveaux projets et de manque de financement sur les projets existants. Je dirais même plutôt au contraire que ce qu'on voit dans la pratique, c'est que les réponses se font en général souvent en prenant pour prétexte des sites qui de toute façon posent déjà question
au sein d'un territoire, parce qu'il y a une friche, parce qu'il y a une opportunité. Et au moment où paraît l'appel à projet, ben, c'est la seule question, c'est est-ce qu'on a les moyens pour porter une réponse et construire un argumentaire qui mette en avant une problématique réelle rencontrée sur le plan opérationnel au niveau du territoire. Je vois plutôt ça comme ça. Euh, et sur la deuxième échelle, effectivement, sur la question des petits, on a eu souvent des retours euh, de communes qui nous disaient oui, mais c'est très bien, vous nous parlez du PPA, d'outils, de tout un tas d'outils, mais nous, on est une toute petite commune rurale, enfin, c'est pas atteignable. Euh, Effectivement, enfin, nous, on est assez conscients du fait que toutes les communes ne sont pas outillées de la même manière et il y a effectivement un vrai besoin d'appui aux toutes petites collectivités qui ont très peu de moyens techniques, parce qu'il y a cette espèce de première étape à franchir qui est déjà comment je me mets en ordre de marche pour, euh, pour initier une réflexion qui soit partagée entre les élus, entre les différentes communes concernées, euh, et puis pour te mettre en ordre de bataille pour formuler explicitement une réponse qui tienne la route pour aller décrocher un appel à projet. C'est vrai que c'est une barrière et de ce point de vue-là, la logique des AAP bah, pose question parce que quelque part, il y a une prime quand même aux territoires qui sont les mieux outillés. Et en même temps, on voit aussi des territoires parfois assez ruraux qui arrivent à se positionner sur ce type d'appel à projet et où on sent que c'est plutôt ce qui a été déterminant, c'est le fait qu'il y ait un élu, un technicien motivé pour y aller et qui était assez visionnaire et qui y sont allés, quoi. Donc en même temps, c'est pas une règle absolue que les toutes petites communes n'y arrivent pas. On se rend d'ailleurs compte que dans les différentes communes qui ont mis en place des PPA, ce ne sont pas forcément les plus importantes à l'échelle du littoral, des communes qui sont les plus peuplées. Il y en a qui émergent en tout cas dans des toutes petites communes qui sont en train de se mettre en place. Mais effectivement, souvent parce qu'il y a eu accompagnement en amont pour amener l'idée que bah, ça peut être intéressant en tant qu'outil opérationnel et ça se fait pas de façon forcément spontanée. Mais par exemple, typiquement, dans le cas de la stratégie avec le SML de Seine-Maritime, on se retrouve dans des formats de concertation avec des très petites communes, dans des toutes petites salles des fêtes, où c'est très... voilà, c'est le fait qu'il y ait le SML à un moment donné qui porte un peu le pilotage de la stratégie, qui permet de dépêcher dans ce type de territoire-là l'ingénierie nécessaire pour aller réfléchir à l'échelle d'une valleuse, d'une plage, d'un accès à des problématiques hyper ponctuelles. D'où sur la nécessité d'arriver à mettre en commun un peu des moyens à la bonne échelle, en fait. D'accord, merci beaucoup de vos retours. Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir? C'était intéressant ce que vous disiez Thomas et Paul là, sur la mise en commun. C'est vrai que il y a plusieurs appels à projets, puis vous le disiez en introduction, en fait, sont sur des thématiques assez différentes. Moi, j'ai en tête notamment un AMI là, sur les solutions fondées sur la nature, sur les espaces littoraux qui avait été lancé, qui va se clôturer, puis il va être relancé. Il y a aussi, je pense à l'initiative par exemple du Conservatoire du Littoral sur le Life Adapto Plus, qui va pas forcément être sur un AMI, enfin, c'est pas encore fixé. Et le rôle que peuvent avoir ces structures départementales ou régionales intégratrices, en fait, et y compris même avec les PPA et ces autres dispositifs. Je pense effectivement à ce que fait le GIP ou en Occitanie, dans le plan Littoral 21, où si on a une structure qui propose d'aller vers une stratégie de gestion intégrée et qui va articuler tous ces dispositifs PPA, appel à projet ou appui même réglementaire et financier spécifique, ça permet finalement de mettre en musique beaucoup de leviers d'intervention qui peuvent être effectivement très très difficiles quand on est une petite commune ou une communauté de communes de quelques habitants où on n'a pas l'ingénierie pour se saisir et mettre en musique tout ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident
dans tous les territoires, parce qu'il faut quand même une volonté politique et puis de la ressource aussi dédiée à tout ça. Et est-ce que c'est assez difficile quand même pour des communautés de communes de pouvoir dégager peut-être de la ressource humaine en commun là-dessus? Donc il y aurait un rôle un peu important, et c'est une question que je pose, des départements, des régions, ou en format de création de syndicats mixtes pour pouvoir arriver à assembler toutes ces solutions finalement. De toute façon, il me semble que sur ce sujet-là, ce que disait le rapport d'évaluation du PNAC 2, le Plan national d'adaptation au changement climatique, c'était que les régions allaient devoir jouer un rôle clé en fait en termes d'articulation entre les échelles nationales et l'échelle des collectivités. Et je pense que ça devrait transparaître dans le futur, dans le PNAC 3. Mais je n'ai pas forcément plus d'informations que ça pour le moment sur ce sujet. Et ça réapparaît aussi dans le rapport du Comité national du trait de côte, donc des inspecteurs IGA et GEDD sur les perspectives de financement liées à l'érosion du trait de côte, Oui. où ils reprennent notamment l'importance de ces gouvernances régionales pour combiner les différentes solutions de financement, puisque même au niveau national, aujourd'hui, on n'a pas forcément de chef de file qui serait une sorte de guichet unique pour les acteurs locaux, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions entre-temps qui sont arrivées. L'après-midi, c'est difficile. On n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous en prie. Voilà, moi je suis arrivé en cours de route, hein, donc je n'ai pas assisté à la présentation je pense que c'était le Serious Game que vous présentiez. Au début, je voulais savoir ce que vous en attendiez en termes de résultats. Moi j'habite un petit territoire, je suis conseiller municipal sur la commune de Dolus dans l'île d'Oléron. Et je sais que tout ce qui concerne la protection, la prévention de l'érosion, c'est quelque chose d'assez compliqué et qui divise beaucoup ceux qui veulent absolument protéger et ne pas et pérenniser en fait leur histoire de vie dans des maisons qui sont là depuis plus d'un siècle pour certaines, et puis qui veulent donc bétonner, et puis ceux qui veulent laisser la nature reprendre ses droits. Donc je me disais, est-ce que ce jeu, vous en attendez quoi comme résultat? Ici, bon, on est dans un milieu très très sensible où il y a des opinions très diverses. Est-ce que ça peut permettre de faire converger tout le monde vers des solutions pérennes et partagées par tous ou pas? Merci pour votre question. Du coup, la présentation n'était pas réellement sur cet outil-là. C'est plutôt quelque chose qu'on avait mis en ouverture, en conclusion. Okay. La présentation portait plutôt sur le bilan de toutes les dynamiques d'appel à projets qui sont démultipliées ces 10-15 dernières années autour de ces questions-là, et de questionner plutôt leur efficacité pour justement, au-delà de la génération de nouvelles idées, de passer à l'opérationnel. Mais pour répondre à votre question, nous, l'esprit dans lequel on a développé cet outil-là, le Serious Game, c'était peut-être justement d'amener une vision un petit peu moins binaire entre protection, recomposition, qui est souvent un peu l'exercice type dans lequel on se retrouve quand on lance des procédures de concertation et qui sont assez caricaturales finalement. Ah, bah, à court terme, on protège, long terme, on recompose. Et finalement, là où nous, on n'était pas très satisfait, c'est que on oppose de façon très caricaturale ces deux modes de gestion, alors qu'on peut en avoir besoin de façon articulée selon différentes temporalités et zones géographiques. Et donc, du coup, ce qu'on espère de l'outil, c'est qu'il puisse aussi contribuer en expliquant l'impact de chaque mode de gestion ou de chaque solution, qu'on arrive à dépassionner un petit peu les débats autour de ça et faire que peut-être on arrive avant la concertation avec un certain point de vue sur tel ou tel type de gestion, et qu'on reparte avec un point de vue légèrement différent parce qu'on a essayé de construire une stratégie en mettant tout ça bout à bout. Et qu'on a vu peut-être les mauvais côtés et les bons côtés de chacune de ces solutions. Donc, c'est plus ça. Et puis surtout, essayer de travailler sur l'enchaînement temporel de tout ça. Et plutôt que d'être sur un truc court terme, moyen terme, c'est se questionner sur le fait de dire, OK, je travaille d'abord la question des mobilités. Est-ce que derrière, ça me fait amener une idée en plus que, voilà, après avoir travaillé sur un schéma cyclable, ça peut être intéressant de développer telle ou telle zone.
Ou bien au contraire, si je suis parti directement sur un projet de défense, j'ai fait une digue, est-ce que ça me permet d'amener telle ou telle autre question plus sur le plan urbain, ou est-ce que je suis coincé pendant plusieurs années parce que j'ai fait ce choix-là en termes de mode de gestion? Donc vraiment, l'objet du jeu, c'est pas tant quand on va travailler avec les participants de choisir une carte au hasard puis de la poser, c'est vraiment expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi celle-là et surtout pourquoi faire sur le territoire en question et dans la suite logique d'action. C'est plus ça l'objet du jeu. Ok. Et du coup, quelque part, de repartir aussi avec un public de participants qui a pris du recul et qui s'est questionné sur l'efficience de toutes ces solutions, quoi. Donc, j'espère, j'ai bon espoir que ça puisse permettre, dans des cas comme Adolus, où je sais que c'est vrai que les choses ont été assez enfin, voilà, compliquées parfois, entre les tenants des pro-protection et reconstruction, de dépassionner un peu les débats. C'est compliqué, il y a une tempête et à chaque fois qu'il y a une tempête, il y a un full d'images qui passent sur les réseaux sociaux. C'est très anxiogène pour les gens de voir 10 mètres de dunes qui disparaissent, sachant que c'est le seul rempart en fait, quoi. Et l'État, de l'autre côté, interdit de toute façon tout ce qui est bétonnage des côtes, quoi. Ce qui est bien, mais il faut pouvoir proposer des choses. Après, quand on parle de relocalisation, c'est très bien qu'on n'a pas on n'a pas l'espace pour relocaliser, quoi. Sachant que c'est dur pour les gens de faire le deuil de toute une histoire de famille, quoi. C'est pas simplement un problème financier, c'est aussi le problème des souvenirs, des attaches. Enfin voilà, on parle d'humain là, on parle de facteurs humains. Mais je vous remercie, j'ai bien noté. J'irai quand même regarder ce que ce jeu peut faire pour apaiser les tensions et arriver à construire des dialogues un peu communs. Merci On a une beaucoup. autre question. Ouais, il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Il y en a une qui pose la question si vous avez uniquement analysé les appels à projets ou également les AMI, notamment le type AMI GEMAPI ou entre le CEREMA et l'Association nationale des élus du littoral, qui est encore en cours. On n'a pas pu aborder ces AMI-là, non. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi, peut-être, Thomas? C'est qu'à un moment donné, on a fait un inventaire un peu à date de ces appels à projets là et que on était intéressé aussi plutôt par les appels à projets qui amenaient, enfin comme on l'amenait en introduction, cette question aussi du projet de territoire plus que de la gestion des risques et au sens de vision de projet urbain et de dépassement un peu de la logique de gestion. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas forcément regardé en détail les AMI de ce côté-là. Mais ça aurait pu être une entrée. C'est une question intéressante et ça pourrait être une étude ultérieure, qui pourrait D'ailleurs, voir le jour. C'est vrai que ça arrive souvent. Enfin, je sais que nous aussi, en termes d'expérience professionnelle, on a été saisi parfois sur des questions qui avaient trait à la GEMAPI en première entrée et qui derrière en fait questionnaient tout simplement la cohésion des territoires à l'échelle de bassins versants et l'accord sur les stratégies de gestion des risques entre plusieurs communes, d'amont en aval, et qui débouchait in fine sur une réflexion plutôt sur le projet de territoire. Ça a pu arriver aussi. Et il y a une deuxième question qui nous a été posée. Je te laisse la lire. Avec plaisir. Donc, il y a quelqu'un qui demande également si vous avez pu avoir un aperçu de l'effet des appels à projets peut-être tous les impacts de ces appels à projets, la façon dont les collectivités se saisissent ou ne se saisissent pas de ce sujet. Est-ce qu'il y a une extension des communes et des territoires qui s'en emparent, ou est-ce que c'est plutôt les mêmes territoires qui s'inscrivent dans ces démarches? Et est-ce qu'il ne te semble pas, c'est Paul, qu'il y ait des territoires qui soient complètement absents de ces réflexions? Je pense que ça rejoint les questions aussi d'ingénierie,
vous avez des collectivités qui sont peut-être un peu dotées, qui travaillent déjà sur ces sujets, qui sont capables de réfléchir sur les appels à projets, et quid de celles qui sont peut-être moins dotées, qui ont les mêmes difficultés. Et une dernière question intéressée pour savoir s'il y a une version papier, une étude écrite de ce que vous avez présenté, et je souligne que vous avez publié dans la revue Urbanisme déjà. Alors, du coup, il y a beaucoup de questions à la même question. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Sur l'effet que les AAP ont sur la façon dont les collectivités se saisissent ou ne se saisissent pas de ce sujet, ça, c'est une première question. Je pense que quand même, il y a pas mal d'endroits, notamment du côté de la Normandie, où ça a quand même permis de beaucoup essaimer. Quasiment toute la Normandie est couverte aujourd'hui par des stratégies de gestion de la bande côtière, grâce entre autres à l'appel à projet Notre Littoral pour demain. Idem sur la côte aquitaine. Travail qui a été fait par les communes avec l'appui du GIP et des partenaires techniques et scientifiques, a quand même conduit à une bonne appréhension de ces sujets-là, avec une très bonne articulation des échelles aussi. Sur le fait, est-ce qu'il y a une extension ou pas des communes qui s'en emparent, je ne saurais pas forcément le dire comme ça a priori. Mais je note qu'effectivement, il y a des territoires qui restent complètement absents de ces réflexions. Et je ne pense pas que ce soit toujours par faute d'ingénierie, mais je pense aussi parfois par frilosité à porter ces questions-là, ou parce que les questions qui restent posées principalement au sein de certains territoires, c'est plutôt la question du développement économique, de pérenniser aussi un certain modèle de tourisme, qu'on a du mal à re-questionner parce que c'est intimement lié à l'attractivité des territoires. Donc j'ai plus ce sentiment-là. Et après, peut-être que le programme ADAPT porté par la Caisse des dépôts, qui permet quand même qui a pour vocation d'aider à initialiser un peu des réflexions, peut-être qu'il va permettre d'amplifier, ou en tout cas de donner des moyens à des communes qui aimeraient s'en saisir, mais ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas les moyens. On peut espérer que ce type de programme puisse les aider à bénéficier des moyens pour porter des candidatures. Et sur la dernière question, l'étude est accessible. Alors, il y a un format long, un format court. Le format court, c'est l'article qui est dans la revue Urbanisme, mais on a aussi la possibilité de vous la communiquer par retour de mail. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé dans la conversation. Normalement, on a déjà tous vos mails avec les inscriptions, donc on pourra vous communiquer ça, ainsi que le lien du replay de ce webinaire sans souci. Je le souhaite, Thomas, aussi, qu'on puisse contribuer à initier. On a eu quelques territoires, effectivement, qui ont pu nous saisir là-dessus. C'est difficile, parce que même juste initier une stratégie d'adaptation, ça veut dire poser quand même un certain nombre de choses, un peu de jalons avant. Et ça demande déjà un petit peu de temps et de coordination, que je pense à des communautés de communes qui ont un 0,2 ETP, juste même sur la GEMAPI plus largement, qui peuvent être compliqués. Indépendamment des questions que tu as des sujets que tu as soulevés aussi, qui est, on a eu un modèle de développement des littoraux qui répondait à certains objectifs et changer fondamentalement de logiciel et de façon dont on a fait territoire. C'est comme ce qu'on soulevait aussi sur le fait des citoyens qui sont face aussi à des changements qui sont importants, et ça se décrète pas comme ça. C'est des changements qui sont très, très importants et il faut les accompagner aussi. Et sûrement que le jeu sérieux que vous développez aussi peut être un moyen pédagogique de cheminer. Je ne dis pas qu'un seul outil résoudra tout, mais ça peut être également intéressant dans ce sens-là, concrètement. Et puis voilà, les actions de sensibilisation, de formation sont importantes aussi. Puis il y a des événements aussi, des jalons qui vont jouer. Malheureusement, les tempêtes peuvent être aussi des déclencheurs. Ça peut être très traumatisant d'ailleurs quand on n'est pas préparé. C'était soulevé. Et puis on espère peut-être que le PNAC 3 donne un cadre plus global sur ces sujets-là, qui se pose en sortie de gestion de risque à un projet de territoire d'adaptation globale dans tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres réactions?
Nicolas, je t'en prie. Oui, bonjour. Alors, c'est pas Nicolas, c'est Martin Renard, pardon, Ah, du GIP Littoral. Je suis chargé de mission. bonjour Euh, Martin. Déjà, merci pour ce séminaire. Ça fait du bien aussi des fois de lever la tête un peu du guidon et de reprendre un peu de hauteur sur ces questions. Moi, je me demandais simplement, en fait, qu'est-ce que ça dit aussi un peu une politique nationale comme ça menée par des appels à projets. Si on prend à comparaison, par exemple, des grandes politiques nationales type en rue ou autres qui fonctionnent différemment, c'est vrai que sur le littoral aujourd'hui, moi j'ai un peu la sensation, alors j'ai réfléchi en même temps que j'écoutais sur ces questions-là, mais c'est pour prendre un petit peu de recul. Est-ce que ça note pas aussi une certaine forme peut-être de désengagement sur une véritable politique nationale, alors que d'un côté, le risque, il reste aussi un domaine régalien. Donc on est dans un espèce un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu d'entre-deux, un sentiment d'un passage entre une organisation assez jacobine de l'aménagement du littoral, notamment en Aix-Aquitaine et puis sur la région Languedoc, et puis de la gestion du risque aussi, et un passage à une décentralisation, mais sans vraiment lâcher la main au territoire. Et est-ce qu'on n'est pas un peu dans une période voilà, un petit peu compliquée aussi là-dessus, où on se cherche un peu tous sur cette question de gestion du littoral? Alors, bon, je sais que ma réflexion n'apporte pas forcément de réponse, mais voilà, je me dis, on est sur un webinaire où on essaie de sortir un peu justement du quotidien et des problèmes concrets. Et moi, je me dis, voilà, qu'est-ce que ça pose comme question, cette politique aussi de travailler par appel à projet? Et je me suis permis d'intervenir parce que vous disiez justement les territoires qui peuvent être un petit peu délaissés ou mis de côté parce qu'ils n'ont pas l'information ou l'ingénierie. Vous l'avez bien montré avec la Cano, que je connais assez bien, qui en effet est inscrite depuis plus d'une dizaine d'années sur ces questions-là et qui du coup est très inscrite dans ces politiques nationales. Mais ces territoires qui sont de côté, comment ils s'inscrivent dans cette politique nationale, si politique nationale il y a, quoi. Voilà, je pose ça sur la table et je vous laisse avec ça. Merci pour votre intervention. Évidemment qu'on n'aura pas toutes les réponses aux questions que vous ouvrez qui sont vastes. Par rapport à la question des appels à projets, de ce que ça dit, oui, à titre personnel, je ne parlerai pas au nom d'Artelia. Je partage un peu votre point de vue sur le fait qu'on peut se questionner sur ce que ça dit de la vraie ambition de porter une politique publique claire sur ces aspects-là. Et surtout, ça pose des vraies questions en termes de lourdeur, en fait, parce qu'on y répond, on obtient des moyens, après ça s'arrête, il y a des effets de stop and go, il faut à nouveau candidater pour avoir droit à la suite, il y a toujours des conditions. Donc c'est pas forcément une réponse qui soit super satisfaisante, et c'était pas forcément notre propos. Mais par contre, dans un constat un petit peu pragmatique, voilà, on voit bien que ça reste quand même une des clés aujourd'hui dans l'état actuel des choses pour bénéficier d'un minimum de compléments d'expertise, d'ingénierie, de renfort d'ingénierie, quoi. Donc en résumé, moi je vous rejoins sur le fait de dire que c'est peut-être pas idéal, mais c'est un format qui a quand même certains mérites. Voilà, faut juste être lucide sur les limites aussi de l'exercice, à mon sens. Ouais, juste, c'était pas un jugement de valeur, mais quand il est imposé au territoire de réfléchir à des horizons 2100, on voit la compatibilité aussi. Enfin voilà, travailler sous cette forme-là aussi, quand on n'a pas une vision claire euh, pour, pour l'avenir et notamment quand on est sur des opérations de recomposition, quoi. La fluctuation des décisions, des appels à projets, des candidatures, voilà, ça facilite pas non plus le choix. Et le rôle justement des niveaux régionaux est intéressant sur ça. Pardon, quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Hop, je disais oui, le rôle des institutions régionales est intéressant pour ça. Enfin, typiquement sur le GIP avec l'accompagnement pérenne, ou je pense en Occitanie avec le dispositif qui est mis en place, permet de gagner cette ligne au long cours, d'accompagner et de dépasser les à-coups d'appel à projets qui sont inscrits dans ces dispositifs d'accompagnement qui, eux,
se veulent pérennes, en tout cas pérennes sur plusieurs années, je dirais. C'est jamais ad vitam aeternam, même si ces sujets-là vont être là jusqu'à la fin du siècle, hein, très facilement. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, moi, je vois la différence dans les accompagnements. Ces territoires où on a pu avoir une structuration régionale qui ont permis d'étendre plus largement ces accompagnements et de les combiner avec d'autres régions où on n'a pas forcément eu. Et du coup, on a pu avoir effectivement ces à-coups. Et c'est difficile aussi, je pense, en termes de mobilisation, de revenir sur ces territoires qui ont eu X appels à projets, qui se sont mobilisés sur un temps et qui, au bout d'un moment, je pense, auraient légitimement envie de jeter l'éponge, sans faire de mauvais jeu de mots, là-dessus. Après, voilà, les régions ne peuvent pas avoir toutes les réponses non plus, quoi. Il faut aussi que les services de l'État se mobilisent dans ces dispositifs-là. C'est pas pour faire l'éloge du GIP parce que le GIP vient de parler, ça pas, mais c'est juste, ça me fait penser aussi à ça parce que voilà, entre ces dispositifs d'appel à projets nationaux, mais ça demande aussi que du coup les régions sortent des dispositifs d'appel à projets et acceptent de rentrer dans un dispositif pérenne elles-mêmes d'accompagnement. Qu'elles y dédient des ressources au long cours. Est-ce qu'il y a d'autres réactions aux questions? N'hésitez pas, il nous reste encore une dizaine de minutes à peu près. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. En fait, je reprends un peu votre présentation qui est bien faite. Moi, je suis hydrogéologue et je travaille beaucoup sur les thématiques intrusion des bisiosalés dans les nappes d'eau. Et je voulais savoir si ce risque était pris en compte dans vos PPA. Dans l'absolu, ça ne fait pas l'objet d'un axe de réflexion à part entière dans les PPA, mais si ce cas se présente, et il se présente dans pas mal de territoires, je ne vois pas pour quelle raison il ne serait pas traité dans le cadre d'un PPA. D'accord. Et plus globalement, en fait, cette évolution du trait de côte, vous l'appréhendez grâce aux modélisations qui sont faites. Alors ensuite, est-ce que c'est des modélisations générales que vous utilisez ou, à contrario, pour chaque commune, vous faites une modélisation qui correspond à la commune et vous adaptez en fait les modélisations générales? Ça dépend de l'état d'avancement des communes. Il y a des communes qui disposent déjà de beaucoup de données techniques et c'est plus souvent comment est-ce qu'on les exploite pour les mettre à profit d'un projet d'adaptation. Parfois, ça fait l'objet de prestations qui sont intégrées, notamment c'était le cas sur le PPA de Coutances, où il y a un gros volet de modélisation avec une volonté d'intégrer ça assez étroitement avec le projet de territoire. Mais ça dépend vraiment des cahiers des charges qui sont émis par les porteurs de ces projets-là. L'enjeu étant souvent de valoriser, qui ont souvent déjà été produites. On est sur des territoires qui ont souvent maturé beaucoup d'études, beaucoup de réflexions avant de se lancer. Et donc, il y a dans un certain nombre de cas déjà beaucoup de données qui ont été produites, que ce soit des modélisations ou d'autres. Et donc, l'idée aussi, en premier lieu, étant déjà de bien s'imprégner des documents existants et déjà de synthétiser ce qui l'est pour éventuellement produire aussi des nouvelles données, mais peut-être dans un second temps. D'accord. Et vous faites ça sur quel pas de temps en général, ces modélisations? Vous utilisez des documents qui ont été réalisés il y a quelques années ou c'est Sur la question du pas de temps, c'est souvent réactualisé. C'est pas forcément nous qui le faisons. Ça peut être des données qu'on nous transmet. Ça peut être réactualisé aussi suite à des événements tempétueux et parce que de toute façon, le trait de côte bouge beaucoup en hiver, de saison en saison. Donc, c'est des données qui sont régulièrement réactualisées. Après, de toute façon, il y a aussi l'enjeu qui est amené par les temporalités liées à la loi climat et résilience,
qui donne le pas de temps, qui est un cadre un peu national, quoi, sur l'horizon plus 30 ans et plus 100 ans, auquel je pense que beaucoup de collectivités se font. D'accord. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Bien, si personne ne réagit, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire 10 minutes en avance dans ce monde où tout le monde est content souvent quand on gagne du temps et on n'est pas en retard. Merci à toutes et à tous. Donc, on vous renverra un mail avec le replay du webinaire. Et puis Thomas et Paul, je pense les liens hein, vers votre travail qui était très intéressant. Merci beaucoup de vous être mobilisés, de nous avoir présenté tous ces résultats très intéressants. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous pour votre participation et merci encore à la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.